Comme chaque année, à la même période, le Gabon commémore la journée nationale de l'enseignant, une journée qui rend hommage à Martine Oulabou, enseignante, mais également syndicaliste décédée le 23 mars 1992, 33 ans après. Qu'est-ce qu'il faut que l'on retienne justement de ce noble métier? Mon enseignant, mon héros, c'est le thème de ce plateau spécial. Avec moi sur ce plateau, pour m'accompagner, Aïcha Yamav. Aïcha. Je suis Aïcha Yamav, actrice, enseignante, passionnée d'expression et de transmission de savoir. Voilà qui va, un beau décor pour notre émission et pour justement animer ce plateau, un enseignant et son élève. On va parler d'abord de l'enseignant, monsieur Lakwatene, ancien enseignant de français. En face de lui, son élève, quelqu'un qui est très connu du monde médiatique au Gabon aujourd'hui, PCA de l'IGIS, Régis Massiba. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24. C'est moi. Alors, Aïcha, avant que de commencer cette émission, une petite capsule, vous avez une capsule à nous présenter? Effectivement, Gaël, nous emmènerons les téléspectateurs, là, tout de suite, sans plus tarder, en immersion dans le quotidien d'une enseignante du côté d'Avorbam. Le 23 mars 2025, le Gabon célèbre la journée nationale de l'enseignant. Une journée en hommage à celles et ceux qui, comme Dorissa Ngombi, professeur de sciences économiques et sociales au lycée Amvorabam, consacrent leur vie à éduquer les générations futures. Depuis 10 ans, elle enseigne avec passion, mais son quotidien est fait de défis. Je vais dire que c'est 10 ans de passion, 10 ans de toujours envie de communiquer le savoir à nos apprenants et on le fait avec vraiment le cœur et il n'y a pas plus beau que de sortir après un cours et d'avoir cette satisfaction d'avoir transmis à mes élèves ce que j'ai appris également de mes enseignants. Malgré les obstacles rencontrés, Dorissa Ngombi demeure résolue dans sa mission. Elle considère que chaque élève représente une opportunité pour l'avenir. Depuis 2 ans, des changements ont été initiés dans le système éducatif gabonais. La revalorisation du statut de l'enseignant avec une augmentation des salaires et des primes ont redonné de l'espoir à beaucoup. Mais les attentes restent grandes. Depuis mes 10 ans d'enseignement sur le terrain, j'étais enseignante stagiaire au ministère. Donc là, on a eu déjà des intégrations pour certains, des titularisations pour d'autres, des avancements. Mais en tant qu'enseignant, on espère vraiment que les choses bougent réellement parce que ce n'est pas encore ça. Mais la prise en compte de nos situations administratives jusqu'à présent, c'est même notre combat, c'est le combat que nous avons en ce moment, c'est qu'on puisse vraiment prendre en compte et régulariser nos situations administratives parce qu'il faut le dire, l'enseignant est précarisé. Donc nous n'avons pas encore ce que nous souhaitons avoir, mais nous pouvons déjà percevoir des améliorations dans ce sens de la part de la tutelle. Madame Ngombi est une enseignante qui croit fermement en l'avenir. Chaque jour, elle transmet son savoir et sa passion à ses élèves et elle peut voir les effets concrets de son travail dans leurs yeux. Ces derniers témoignent de l'impact positif qu'elle a sur leur vie et leur éducation. Dorissa tire une grande satisfaction de son rôle d'éducatrice car elle sait qu'elle contribue à façonner l'avenir de la jeunesse. Elle est fière de voir ses élèves progresser
et s'épanouir grâce à ces enseignements et cela la motive à continuer à œuvrer pour leur succès. Personnellement, moi, j'aime trop mes enseignants et je pense que à travers ça, ils nous donnent des connaissances qu'on peut acquérir pour devenir de nouvelles personnes, pour un peu plus évoluer dans nos vies. Et bon, je remercie nos enseignants. On les aime parce que bon, ils nous prennent comme leurs enfants. Et bon, force à eux, courage. Ce que moi je voudrais dire de la journée de l'enseignant, c'est que les enseignants font très bien leur travail. C'est grâce à eux aussi, plus tard on pourra faire beaucoup de choses, connaître beaucoup de choses. En tout cas, merci à eux. Et surtout à Madame Gomis, un très bon prof. En cette journée nationale de l'enseignant, célébrons des héros comme Dorissa Ngombi qui, malgré les difficultés, continuent de façonner l'avenir du Gabon. Leur engagement est une lumière pour les enfants et pour la nation gabonaise. Alors, bonne fête à tous les enseignants. Voilà, Aïcha, on vient de regarder cette capsule qui revient justement sur la vie des enseignants. C'est pas toujours facile, vous qui êtes... C'est vrai que c'est pas évident. Il faut se lever très tôt, aller en classe, malgré les intempéries, etc. Et parfois, avec la contrainte du double flux aussi, parfois, c'est pas évident. Avec beaucoup des esprits à gérer, parce que chaque élève vient avec son éducation, c'est pas toujours facile. Surtout de nos jours. Alors, on va se tourner vers l'enseignant, Monsieur Lakouetene. Alors, dites-nous, quelle est l'importance de cette journée pour vous aujourd'hui? Écoutez, c'est une journée extrêmement importante dans la mesure où je l'ai vécue. J'ai vécu le 23 mars 92, je me trouvais dans une classe à l'étage, le bâtiment à étage du collège Bessieux. Et puis, on était un peu en difficulté parce que beaucoup d'établissements ne fonctionnaient pas à ce moment-là. Puis on a vu des élèves, enfin des jeunes, arriver du quartier qui débouche directement sur Bessieux. Ils ont menacé de brûler le collège, c'était ça leur expression. Donc de l'étage, quand on a vu le directeur du collège à l'époque, a voulu s'interposer en les raisonnant un peu, mais ils étaient assez agressifs. Donc on a dû interrompre les cours, on a demandé aux grands élèves d'aller leur parler, ce sont leurs amis, ce sont des gens du même âge. Il y a même un qui a failli, qui a menacé de verser l'essence sur le directeur. On a vu à ce moment-là que c'était un peu dangereux, mais on ne savait pas ce qui s'était passé. Et c'est dans les discussions qu'on a appris qu'une enseignante venait d'être tuée et tout le monde était fâché. Ils ne comprennent pas pourquoi nous sommes en classe. Alors donc on a tout arrêté ce jour-là. Mais c'était un événement quand même assez triste. Par la suite, je m'honore toujours aujourd'hui d'avoir fait partie de la délégation qui est allée à l'enterrement de notre collègue à Ekouk. On est parti là-bas et on a passé la journée pratiquement pour l'accompagner. Chaque fois que je passe par là, évidemment, à Ekouk, où je m'arrête, où je regarde du côté où elle a été inhumée. Mais c'est un événement qui marque, certainement. Un événement, des souvenirs très douloureux, mais vous restez des héros, justement, pour vos élèves. Et justement, on a un en face de nous, Aïcha. Oui, monsieur Massimba. Est-ce que vous avez souvenir, vous aussi, de cette journée mémorable? Oui, bien sûr. Nous étions déjà partis. Je pense que mes collègues et moi de Terminal B à l'époque, avec M. Lakouetene, on était déjà à l'université quand cet événement malheureux est arrivé. Et c'est pareil, hein, quand je vais à Lambaréné, où je suis né, je passe toujours par Ekouk. Il y a toujours un petit coup d'œil vers la tombe de cette dame qui s'est sacrifiée, on va dire, pour l'enseignement aujourd'hui. Et d'ailleurs, je suis très honoré et agréablement surpris de savoir qu'en ce moment même, pendant un mois, il y a une rue en France qui va porter son nom pour commémorer justement ce noble métier qu'est l'enseignement. Oui. Voilà, donc vraiment, Martine Oulabou va rester à jamais dans la conscience de tous ceux qui aiment l'école, qui aiment les études. Voilà.
D'accord, là c'était pour l'histoire, mais on va peut-être parler de vous et de votre enseignant, votre ancien enseignant de français. On va parler de la couette. De la couette. Voilà, Non, Régis Massima, mon enseignant, mon héros, c'est justement le thème de cette émission. Qu'est-ce que vous retenez finalement de ce monsieur en face de vous? Excusez-moi de parler un peu de ça avant de venir sur M. Lacoutene. Il ne m'en voudra pas. Parce que quand j'ai été contacté par M. Ndong, il était question que je trouve 3 enseignants qui ont marqué ma scolarité, et j'en ai mis 3. C'est-à-dire M. Soji, M. Akotenyon et M. Lacoutene. Il se trouve que pour les 2 premiers, ils sont déjà rentrés. Il y a un qui vit en France, l'autre qui est, je pense, au Togo ou au Bénin. Et puis sur Libreville, il n'y avait que M. Lacoutene. Tant mieux pour moi, parce que parmi les 3, il en faisait partie. Voilà. Donc, M. Lacoutene, il y avait Soji et Akotenyon avec vous. Et merci vraiment d'avoir accepté de jouer le jeu. C'est mon professeur. C'est grâce à lui et grâce aux 2 autres que j'ai eu mon bac enfin, au premier coup, quoi, du premier coup. J'aurais pu, non pas d'office, mais du premier coup, j'aurais pu passer le bac 3 fois avant de l'obtenir s'il n'y avait pas ces 3 personnes. Monsieur Lacoutene, puisqu'il est là, ben, en français, j'étais pas un as du tout. Hein. Ouais. Et grâce à lui, j'ai pu avoir 10 au bac. Parce qu'en classe, quand j'ai dépassé 5, c'était un miracle. Et justement, monsieur Lacoutene, si tu me permets, Gaël, je voulais savoir quel type d'élève était monsieur Massima en classe. Alors, quand je fais la connaissance de Régis Massima... Sans langue de bois. Oui, non, bien sûr. Dites-nous la vérité. Je venais d'enseigner 6 ans à Tchibanga. Mes 6 premières années au Gabon, c'était à Tchibanga. On venait de m'affecter à Libreville, d'abord à l'Immaculée, pour des problèmes administratifs, finalement c'est Bessieux. Et quand j'arrive, la première classe que j'ai, enfin l'une des 3 classes, parce que j'avais une seconde, une première et une terminale. La première, c'était la première B, dont Régis faisait partie. La première impression que j'ai eue quand je suis arrivé dans cette classe-là, c'est un groupe qui cheminait plus ou moins ensemble depuis les 3-4 années qui précédaient. Donc c'était assez cohérent, c'était des élèves très réceptifs. Régis Massima faisait partie, sans langue de bois comme cela, des leaders de la classe d'une certaine manière. C'est-à-dire que ce sont les gens qui marquent vraiment la classe d'une manière ou d'une autre, aussi bien entre les 4 murs que dans l'établissement, parce qu'il était très sportif. La question n'est pas posée, mais c'était l'occasion d'en parler. Donc, j'ai eu la chance de l'avoir 2 ans durant, avec un certain nombre de ses condisciples qui, beaucoup, parmi eux, ont réussi aujourd'hui. Ils sont dans des fonctions importantes. Il y en a qui sont maîtres de conférences à l'université, il y en a qui... pour moi, c'est une fierté. Je pense que je n'ai pas prêché dans le désert. Quand je vois Régis aujourd'hui, je me dis que je n'ai pas peut-être raté complètement ma carrière. Alors, dites-nous, quelle était la méthode? Il vient de le dire, quand il a pris la parole, il n'était pas très brillant, ce n'était pas forcément une lumière en français. Voilà. Et comment vous avez pu gérer le cas Régis Massima? Je n'ai pas géré spécialement le cas Régis Massima, mais... Du moins en ce qui concerne votre matière. J'avais une manière très simple. Quand je démarre en début d'année, je fixe les règles pour que tout le monde soit au courant et qu'un mois après, on ne soit pas surpris par des règles simples. On ne vous a pas trop cassé la tête? Voilà, donc je dis, moi, dans les 4 murs ici, peut-être que chez vous, vous êtes prince, vous êtes tout ce que vous voulez, mais entre ces 4 murs-là, et pendant mon heure ou mes 2 heures, le seul maître ici, c'est moi. C'est l'enseignant. Donc ça ne se discute pas. Je n'ai pas à vous l'expliquer. Les gens qui m'ont envoyé ici savent que c'est mon rôle, alors donc respectez ça au moins. Et deuxièmement, pour répondre indirectement à votre question, je dis toujours aux élèves qu'il y a 2 types d'élèves dans ma vision des choses, les bons et les mauvais élèves. Pas bons par rapport aux notes et autres, mais c'est le comportement. Donc, comme il l'a dit, vous pouvez être
relativement moyen ou limité par rapport au passif des autres classes là, mais si vous y mettez le cœur, vous pouvez bien sûr réussir. Effectivement. Et je dis toujours à mes élèves, les notes que je donne ici sont juste indicatives pour savoir ce que vous valez réellement quand l'examen blanc arrive. Comme ce n'est pas moi qui corrige vos copies, mais vous verrez à ce moment-là si vous êtes dans la bonne marge. Mais surtout, à l'examen, mon objectif, c'est que vous ayez plus que ce que j'ai l'habitude de vous donner ici. Exact. Si vous ne réussissez pas ça, si vous tombez à moins que ce que je vous donne, ça veut dire que je ne fais pas mon travail, ou je vous mens, ou je vous donne des notes de complaisance. C'est presque jamais arrivé. Voilà. Donc, mais quel a été justement, parce que quand on écoute M. Lakwetene parler, c'était quelqu'un de très discipliné et qui mettait un point d'honneur sur la rigueur. Quel a été son rôle justement dans votre vie? Depuis la classe de première, ce que nous redoutions, nous, enfants de famille modeste, c'était de ne pas avoir la bourse à l'université. Alors il nous disait, ou c'est le bac, ou c'est la bourse, ou je ne sais pas, ou c'est pas la bourse, en tout cas quelque chose comme ça. Moi je vous donne le bac, le reste ça ne me regarde pas. Si parce que vous n'avez pas la moyenne en classe, c'est-à-dire 10 pour avoir la bourse à l'université, si c'est ça qui vous importe, eh bien faites, étudiez vos leçons, ayez 20 sur 20 en français et vous aurez automatiquement votre bourse. Mais pour le moment, moi je vous donne le bac. Quand vous avez 5 avec Lakwetene en classe, soyez sûr d'avoir au moins le double à l'examen. C'était la règle chez Lakwetene. Donc quand on y allait, c'est à la limite, on n'avait pas d'autres profs de français qu'on connaissait, c'était impérativement Lakwetene. Alors c'est un monsieur qui savait, comme il l'a dit, être rigoureux et en même temps être l'ami des élèves. Aujourd'hui, c'est le seul professeur avec qui mes collègues et moi, Karl Ngabi, David Ngebabutundu, Eloge Mukaga, Eric Chisson, Fefe, donc Jean-Félix Edouassam, ils sont plusieurs. C'est le seul avec qui on groove. Il n'y a pas, même pas un an qu'on était au bar avec les autres, on boit. Il nous a dit, ne m'appelez plus monsieur, appelez-moi Ernest. Parce après le bac. Oui, longtemps après, non. On parle de 2 ou 3 ans, là, c'est récent. Quand il s'est marié, voilà. Petite histoire, il m'envoie une invitation. Avant son mariage, il y a eu celui de Boukamba. Voilà, Hervé. Mavandi. J'entends parler de ça. C'est comment on appelle le beach, le beach. Au Beach Club. Voilà. Quand j'entends parler de ça, je dis mais il y a longtemps que je n'ai pas vu Hervé et tout ça. Karl, dont il parle, il dit il n'y a pas de problème. Il prend son billet, écrit Karl Ngeba. Il vient, il me donne ça. Il me dit, vous venez avec ça. Moi, je n'ai pas besoin de billet pour aller. Donc, je suis allé faire la fête avec tout le monde. Et à son propre mariage, quand je vais, on me met à une place où je m'ennuie un peu parce que je ne connais pas mes voisins. Mais j'ai demandé à aller sur la table des anciens de Bessu. Voilà. Où on a rigolé comme si on était à telle enseigne que la femme de Tisson pensait qu'on était condisciple ou élève. Oui, absolument. Quand vous étiez là-bas, là, il avait quel âge? Et puis donc c'était la petite histoire. Ouais. Eric a compris, il dit non, c'était pas un élève, lui, c'était notre professeur. Ah, d'accord. Donc voilà, tous m'appellent Eli ou la couette, comme il dit là. Ou Hemingway. Voilà. D'accord. Alors, on va sortir un peu de ces beaux souvenirs-là pour parler justement de la journée en elle-même, puisqu'on parle quand même d'une journée qui commémore la disparition d'un enseignant et syndicaliste de l'époque. Et on va peut-être parler, puisque c'est l'une des raisons pour lesquelles Martine Nabou est morte. Elle défendait justement le droit de l'enseignant. Quelles ont été les difficultés auxquelles vous avez été confrontés tout au long de votre carrière d'enseignant? Eh bien, c'est la grande question, c'est bien celle-là. Vous savez, moi, quand je suis venu ici, au Gabon, en 1983, donc j'arrive le 1er octobre 1983, le 4 octobre, j'étais en classe à Tchibanga, parce que c'était organisé à l'époque, et j'avais un contrat expatrié où les termes étaient très clairs. Donc je ne devais me mêler ni de politique, ni de syndicalisme pour ne pas perdre mon contrat. Et ce n'était pas moi seul, hein, tous on était là, donc on ne devait pas se mêler ni des problèmes politiques du pays, ni de syndicalisme, ça n'existait même pas.
Donc, en contrepartie, les choses étaient organisées d'une manière telle qu'on sentait un peu moins le poids des... Par exemple, dans nos contrats, on avait droit aux vacances payées. Mais au mois d'avril, mai, à peu près, tout était réglé déjà. On attendait que les examens, la fin de l'année, et puis on allait prendre nos billets, on voyageait. Donc, vous voyez que l'État tenait parole, donc, tenait ses promesses, et ça se passait bien. Ensuite, on devait prendre un visa pour sortir. Ça, c'est des choses qui existaient. Mais nos collègues gabonais avec qui on travaillait, on sentait qu'il y avait des pesanteurs qui ne leur permettaient pas vraiment de... D'abord, il y en avait très peu. Par moment, dans certains établissements, il y en avait beaucoup moins que l'effectif des expatriés. Ce qui fait que, bon, progressivement, aujourd'hui, ce n'est plus la situation, mais les enseignants, petit à petit, ont fini par comprendre que, comme on dit, il n'y a que la lutte qui peut payer. Si on ne revendique pas ce qui vous revient de droit, ça peut être écrit quelque part, mais on ne l'aura jamais. En 90, tous les jours, on était en assemblée générale dans l'ancêtre du ministère de l'Éducation nationale. Parce qu'on ne travaillait pas. Dès que les élèves du lycée technique arrivent, ils disent pas question que messieurs apprennent, pas question que l'Immaculée apprenne, alors que nous, on est dehors. Donc, dehors, ils nous faisaient sortir. Nous, on se rabattait sur le ministère. C'est comme si on va chez l'employeur. Donc, c'est là qu'on tient nos assemblées générales toute la matinée jusqu'à l'après-midi, etc. Donc, le syndicalisme est né comme ça, sous les yeux des gens, parce que les gens n'étaient pas à la Kousiga. Hein. Ils ont créé de toutes pièces le Sénat, qui a évolué pour devenir ce qu'il est là. Excusez-moi, Monsieur Lakwetene, vous faites là tout à l'heure, vous faisiez allusion aux problèmes financiers. Ouais. Mais en dehors des problèmes financiers, il y a quand même, je ne sais pas, vous n'avez pas été confronté aux défis environnementaux par rapport à l'environnement scolaire, la pléthore des effectifs, etc. à cette époque-là. Ouais. Parce que ce sont aussi quand même des défis pour lesquels... J'avoue que c'est peut-être une chance, hein, mais les établissements où j'ai enseigné, mis à part à Tchibanga, c'est une ville pas très grande, les effectifs sont assez réduits quand même. Et à Bessieux, où j'ai passé 15 ans de ma vie, à l'Immaculée, où j'ai passé 12 ans, donc dans les deux, 27 ans au total, c'est des établissements assez structurés où les effectifs sont contrôlés. Je vous donne un exemple simple. À l'Immaculée, quand vous arrivez, s'il y a 14 tables bancs, à raison de 2 élèves par table banc, l'effectif ce sera 28. C'est 28 ou pas 28 et demi ou 29 ou c'est 28. Peut-être qu'on peut rester à 27 s'il n'y a pas un 28e, etc. Mais on ne remplit pas. On ne va pas ajouter une rangée de tables et autres. Je pense que c'est à ça que vous faites allusion, parce qu'il y en a... Il y a des établissements où, effectivement, on trouve quand même... Voilà. Quand Régis était en première, moi, au bout d'un mois, je connaissais tout le monde. Au début, il faut faire l'appel, etc. Oui. Mais à la longue, je sais exactement qui est où, etc. Donc, un coup d'œil me permet de voir... qui est absent. Qui est là, qui n'est pas là. Ouais, Régis Massima, on va petitement vers la fin de cette première partie, 26 minutes, ça passe très vite en télé. Peut-être revenir sur l'impact que l'enseignement a eu sur votre parcours personnel et professionnel aujourd'hui. Bah, écoutez, je rappelle que M. Lakwetene est centrafricain d'origine. Ouais. Bah, écoutez, vous savez, l'école, c'est obligatoire au Gabon. Je pense que jusqu'à 16 ans. Jusqu'à 16 ans, c'est obligatoire et gratuit. Alors nous, on a profité justement de cette gratuité-là pour aller à l'école. Il y en a qui n'ont pas la chance d'étudier gratuitement. Les Gabonais, les petits Gabonais avaient cette occasion-là. Donc naturellement, on est allé à l'école sans trop savoir pourquoi on y allait. C'était obligatoire. Voilà. Moi, jusqu'en terminale, je ne savais pas ce que j'allais faire après mes études. Donc du coup, on est allé. Donc l'école a eu un impact sur ma personne. Pourquoi? Parce que c'est grâce à l'école qu'aujourd'hui, je suis devenu ce que je suis. Donc... Et d'ailleurs, on dit pour les Gabonais qu'on fait tellement l'école ici qu'on oublie de se lancer dans l'entrepreneuriat. Parce que pour nous, c'est grâce à l'école qu'on réussit dans la vie. Et le seul canal pour réussir étant l'école,
on néglige les autres canaux qui ont fait de nos frères venus d'ailleurs des milliardaires dans notre pays. Ça, c'est quand même un côté négatif. Il faut donc désormais dire aux enfants que l'école, c'est bien, mais il faut penser aussi à investir de temps en temps dans des petites entreprises qui peuvent vous rapporter un peu d'argent. À un moment donné, il fallait choisir. Vous avez fait le choix. Il fallait choisir, parce que j'étais voué à devenir professeur d'anglais, parce que je m'étais inscrit au département d'anglais à l'UOB, voilà. Et au bout de la 2e année, j'ai rencontré la radio. Donc j'ai fait vraiment volte-face, quoi. D'accord. Je n'y allais plus, et puis à un moment donné, j'ai arrêté. D'accord. Aujourd'hui, vous êtes ce que vous êtes. Malheureusement, 26 minutes, ça passe vite. Mais Aïcha, on veut terminer en beauté cette émission, puisqu'on a l'élève et son enseignant. Oui, c'est trop court. On aura certainement d'autres occasions, Monsieur Régis. Alors, il y a un moment exceptionnel que nous voulions partager avant que de boucler cette première partie. Aïcha. Oui, effectivement, Gaël, c'est la séance de remise de cadeaux de Monsieur Massimba à Monsieur Lacoténé. Donc une surprise pour une grande pour le professeur. Surprise, effectivement, pour le professeur. Donc, Monsieur Massimba a pensé à son enseignant. Voilà. Donc, on attend, voilà, la régie, le cadeau arrive, une enveloppe. Je peux l'avoir? Voilà. Très bien. Alors, avant de remettre cette enveloppe à M. Lacoténé, je tenais quand même à dire quelque chose. Oui. Monsieur Lacoténé, Ernest Yalé, vous avez été tellement impactant, pour parler comme la nouvelle génération aujourd'hui, dans ma vie scolaire, que je vous dois ma réussite. Pourquoi? Parce que l'élève moyen, très moins passable, médiocre quand même, parce que c'était le cas. Je me souviens encore d'une petite anecdote en classe, pendant que vous remettiez les notes de français, vous avez l'habitude de les classer de la plus petite, non, de la plus petite à la plus grande ou vice-versa. Alors, les cracks de la classe, Carl Davy, Régis Acotegnon et consorts, c'était 14. 13, 12, et puis nous, les caciques, on savait que bon, on attend patiemment les 5 et les 4, et puis j'entends, bim, mais Massimba, comment tu as fait pour avoir 8? Wow. Monsieur Lacoténé, c'est lui, présent. J'ai dit non, je ne sais pas, monsieur, c'est pas moi, mais c'est Massimba, Régis, 8, comment tu as fait? Et c'est la plus grande note en français que j'avais eue avec M. Lacoténé. Et quelques temps après au baccalauréat, eh bien, mon 10 est arrivé et ça m'a permis d'avoir mon bac. Parce que si j'avais eu le même 5, je n'aurais pas eu ce baccalauréat. C'est grâce à ce travail-là. La remise en question, d'ailleurs, il me posait la question il y a quelques années aussi, mais comment tu as fait pour épouser les métiers de la communication? Pourtant, tu n'étais pas très fanat des langues. Je dis, ah bah monsieur, vous savez, il y a des surprises. C'est peut-être vous qui m'avez injecté ce petit virus-là qui a fait de moi aujourd'hui un homme de communication. Et je tenais à vous remercier par le truchement de cette émission que j'apprécie fortement à l'occasion de cette journée tout aussi spéciale. Monsieur Lacoténé, c'est pour vous. C'est vrai qu'on a lu, mais on va quand même applaudir. C'est un geste symbolique à monsieur Lacoténé. Lacoténé, voilà, excusez-moi. Vous pouvez vous rasseoir. C'est peut-être malheureusement l'occasion pour nous, puisqu'on va fermer cette émission. Un mot à l'endroit de votre élève, mais également de l'ensemble, à l'ensemble des élèves du Gabon. On sait qu'aujourd'hui, les relations entre élèves et enseignants deviennent assez compliquées. Un mot pour refermer cette émission. Écoutez, je dirais simplement que ça me touche, ce geste, d'autant plus que je ne m'y attendais pas du tout. On a échangé un peu dehors et tout ça, mais je pensais à tout. D'ailleurs, je lui ai amené un petit livre souvenir que j'ai coécrit avec les élèves. Quand je partais à la retraite, ils m'ont tellement remercié et autres. Je lui ai remis ça comme ça parce que je ne savais pas que... Mais on aurait pu le faire ici voilà, aussi. Oui, mais je ne m'y attendais pas. Je m'en excuse, mais vraiment, merci. Parce que, comme je l'ai dit, la plupart des élèves que j'ai eus, j'avais peut-être quelques années de plus qu'eux. Certains, pour moi, sont plus des petits frères.
des neveux et autres, beaucoup plus que maître-élève ou prof-élève. Donc quand je les rencontre partout, où que ce soit, j'essaie de faire vivre cette relation-là. Je pense que ça faisait partie aussi de ma mission auprès d'eux. Si eux, ils transmettent ça ensuite aux générations qui suivent, et je pense que la chaîne va suivre. Et puis encore merci. On voit bien que M. Lakwetene est ému. On voit l'émotion. Oui, Merci. on voit l'émotion. Merci à vous, chers téléspectateurs. Merci à vous, Régis Massima, d'avoir joué le jeu. Merci à vous également, M. Lakwetene. Aïcha, on marque une petite pause et puis on se retrouve pour la deuxième partie. Bien sûr, Gaël. À tout à l'heure. Voilà.